intellectuelle, culturelle, et c'est dans ce lieu qu'on philosophait. C'est-à-dire qu'on y rencontrait, et vous pouvez toujours faire un tour, par exemple à Athènes, à l'Agora, c'est assez magique de voir le lieu où Socrate et Platon se sont rencontrés, ou à Sinope, le lieu où Diogène a commencé ses frasques, en Turquie aujourd'hui, ou dans d'autres endroits, Héraclite d'Éphèse, etc. Enfin, dans tous ces lieux où effectivement on pensait pour produire des conversions existentielles. Sur l'Agora, sur le forum, le philosophe parle pour convertir des gens. Le christianisme s'installe, s'impose, c'est une secte qui réussit, donc c'est Constantin qui effectue le passage de la secte à la religion. Et à ce moment-là, le lieu de la philosophie, ce n'est plus l'Agora, c'est le scriptorium, c'est le lieu où l'on écrit, où l'on reproduit les textes. On a un texte, on le recopie, on recopie le texte, c'est ainsi qu'on fabrique les pensées, c'est-à-dire glose de glose, commentaire de commentaire. Dans le scriptorium, il s'agit cette fois-ci non plus de pratiquer, de produire des conversions existentielles, mais de contribuer à ce que d'aucuns ont appelé la forgerie. Vous connaissez les hypothèses qu'on appelle mythistes d'un Jésus qui n'a pas existé autrement que comme concept, et il faudra donner de la chair à ce concept. Il faut que le verbe se fasse chair. Et le scriptorium est le lieu de cette transfiguration du logos, le verbe, en chair, on fabrique une histoire. Jésus, Marie, Joseph, etc., vous connaissez l'histoire. Et le scriptorium, c'est donc le lieu dans lequel on va produire l'idéologie officielle de l'Église. Cette façon de faire de la philosophie, non pas comme une invitation à la conversion existentielle, mais comme une invitation à pinailler ou à couper les cheveux en quatre, eh bien, elle débouche évidemment en plein dans l'université, la scolastique. Le Moyen-Âge excelle dans cette façon de faire, c'est-à-dire on est dans la rhétorique, on est dans la sophistique, on s'explique, on raconte, on débat, et c'est une façon de faire de la philosophie. Mais en même temps, il y a une autre façon de pratiquer qui conserve le lignage socratique, c'est-à-dire le premier temps et le deuxième temps, l'agora plus le scriptorium, si vous voulez, eh bien ces deux temps continuent. Le lieu du scriptorium, ça reste l'université, et le lieu de l'agora, eh bien ce sont les lieux où sont les philosophes. Par exemple, dans la philosophie officielle, on a un lignage qui va de saint Thomas à Michel Serres, par exemple, en passant par Kant, Hegel, Heidegger, Foucault, Barthes, Deleuze, des grands professeurs. C'est la philosophie des professeurs, même si on nous présente ça comme une philosophie subversive, contre-institutionnelle. Tous ces gens-là ont enseigné dans les grands endroits, la Sorbonne, le Collège de France, l'École pratique des hautes études, les campus américains, etc. Et puis on a en face cette liberté socratique chez des gens comme Montaigne, par exemple. Montaigne, qui philosophe dans sa tour, en province, en Gascogne. Il y a Descartes, qui philosophe dans son poêle. Alors on dit dans son poêle, je me souviens d'avoir fait un jour un article dans Libération, en disant qu'il philosophait dans son poêle, et ils avaient corrigé en disant à côté de son poêle. On appelait poêle à l'époque la pièce dans laquelle se trouvait le poêle, où on est au chaud et où on peut méditer, comme Descartes le faisait, voire dans son lit, puisqu'il disait qu'il se levait tard le matin et que le traîner au lit le matin, c'était une bonne occasion pour penser ou réfléchir. Spinoza, c'est un polisseur de verres de lunettes, c'est pas un professeur. Rousseau, pas professeur non plus, bien sûr. Nietzsche, jamais été professeur de philosophie, professeur de philologie, mais pas de philosophie. Thoreau, pour ceux qui se souviennent, on en a parlé, qui n'est pas non plus un philosophe de profession institutionnelle, mais qui philosophe dans sa cabane, dans la campagne, auprès de son fameux lac, Walden, ou Jean-Paul Sartre, qui a été un temps professeur dans un lycée, mais jamais professeur à l'université, et qui philosophait, lui, au bistrot, au café, sur des tonneaux, partout c'était possible. Donc il y a des lieux pour la philosophie, et l'agora, le forum ou l'université, par exemple, et le scriptorium, ce sont effectivement des endroits où on a pu philosopher, bon an, mal an, mais on a philosophé. Arrive la télévision. Il y a tout à la télévision. Et je pensais que quelques-uns avaient résisté, personne n'a résisté. Ils y sont tous allés. Sauf Gilles Deleuze, qui avait des problèmes respiratoires et qui ne pouvait pas y aller avec ses bouteilles d'oxygène. Donc évidemment, on fait de nécessité vertu, souvenez-vous, le renard et les raisins. Et j'ai souvenir à apostrophe d'avoir vu Jean Kelevitch, Jean Guiton, Lévi-Strauss, Michel Serres, René Girard, Pierre Boutang, qui a été plus tard mon professeur à la Sorbonne, François Châtelet, Michel Foucault, BHL, Glucksmann, Renaud, Ferry ou François Georges ou quelques autres, Blandine Barré-Glucksmann, etc. Des individus qui philosophaient à la télévision. Alors évidemment, ça n'est pas l'université, c'est-à-dire le lieu où on parle du haut de sa chair et où on inflige son cours en disant c'est ainsi, la semaine prochaine, point à la ligne, c'est un autre endroit. On n'y philosophe pas pareillement, bien sûr, mais on y philosophe tout de même. Il se fait que Deleuze a produit
des effets avec un tout petit livre qui s'appelait « Qu'est-ce que la philosophie ?», dans lequel il a donné une définition de la discipline, qui est une définition à laquelle souscrivent presque tous les faux subversifs d'aujourd'hui et les vrais officiels, parce que Deleuze nous dit qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui crée des concepts et qui crée des personnages conceptuels. Parce que Deleuze crée des concepts et des personnages conceptuels, donc il est philosophe, ça veut dire que ceux qui ne créent pas de concepts ou qui ne créent pas de personnages conceptuels ne sont pas des philosophes. Et on est facilement philosophe dans ces cas-là. Il suffit donc de truffer sa prose de mots complètement incompréhensibles qu'on aura inventés pour donner l'impression qu'on est un philosophe. Sur ce nouvel objet, à savoir philosopher à la télévision, ou la philosophie à la télévision, Deleuze porte un jugement extrêmement sévère. Dans un livre qui s'appelle « Pour parler », qui ramasse un certain nombre d'articles parus les années précédentes, en 1990, Deleuze écrit « C'est terrible ce qui se passe à Apostrophe. C'est une émission de grande force technique, l'organisation, les cadrages, mais c'est aussi l'état zéro de la critique littéraire. La littérature devenue spectacle de variété. Pivot n'a jamais caché que ce qu'il aimait vraiment, c'était le football et la gastronomie. La littérature devient un jeu télévisé. » Le même Deleuze, si on veut appliquer la façon deleuzienne de procéder à l'endroit de Bernard Pivot, qui mérite mieux que ça, qui n'a jamais dit d'ailleurs Bernard Pivot qu'il était un philosophe, qu'il était agrégé de philosophie, ou qu'il était compétent dans le domaine, il est au contraire d'une extrême humilité. Le même Gilles Deleuze dit dans son abécédaire. L'abécédaire, ce sont 8 heures de télévision à la gloire de Gilles Deleuze, et c'est très bien d'ailleurs, c'est un très beau monument. Mais dans cet abécédaire, on peut lire ceci de Gilles Deleuze, un Deleuze un peu inattendu. J'aime Claude François, parce que j'ai cru y voir, à tort ou à raison, là je ne sais pas, j'ai cru voir que Claude François, apportait quelque chose de nouveau. Claude François, moi j'y étais sensible. D'abord il cherchait quelque chose. Il cherchait un type de spectacle un peu nouveau, un spectacle en chanson. Il invente cette espèce de chanson dansée, ce qui implique évidemment le playback, tant pis, mais enfin, ou tant mieux, ça lui permet de faire des recherches sonores aussi. Et jusqu'au bout, il n'était pas content au moins d'une chose, parce que ces textes, c'était d'une bêtise, et ça compte quand même dans la chanson, les textes étaient faibles, il n'a pas cessé d'essayer d'arranger ces textes et d'arriver à des qualités de textes plus grandes comme Alexandrie, Alexandra, qui est une bonne chanson. Donc vous voyez qu'on peut être philosophe et dire des choses qui ne sont pas forcément très, très philosophiques. L'idée qu'on puisse attaquer Bernard Pivot quand il fait des émissions avec Jean Kelevitch et célébrer Alexandra, Alexandrie, je vous laisse seul juge. Il en va là du mépris du professeur pour l'éducation populaire. La télévision rentre chez tout le monde. Elle ne demande rien à personne. Pas besoin d'être diplômé, de faire le déplacement. Et il entre chez le spectateur, un philosophe, des philosophes qui vont parler, débattre, se dire un certain nombre de choses pour le meilleur et pour le pire. Il faut de la vivacité d'esprit, du talent pour la répartie, de la concision. Il faut le sens de la formule ou de l'aphorisme. Pas le temps de faire un long discours, on est interrompu, on est arrêté, et puis les gens ont autre chose à faire que d'entendre un long discours débité par un professeur. Il faut une vitesse d'expression, de la clarté, une capacité à saisir les choses, un peu comme un animal sur un territoire. Il faut voir ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se prépare, ce qui s'annonce, et puis être là, bien vivant, grand vivant. Deleuze n'aime pas le dialogue. Et pour un philosophe, ça me paraît un peu dommageable. Il dit dans « Qu'est-ce que la philosophie ?» C'est une citation. « La philosophie a horreur des discussions. Elle a toujours autre chose à faire. Le débat lui est insupportable. » Évidemment, si vous êtes à votre bureau ou à votre tribune et que vous dites que la philosophie, c'est l'art de créer des concepts, c'est l'art de créer des personnages conceptuels et que vous obscurcissez Spinoza, Bergson ou Nietzsche ou Hume en faisant des cours et que cet obscurcissement donne l'impression d'une immense profondeur, ça peut suffire avec un public captif. Et il y a des publics captifs. La logique, je dirais, de l'hallucination collective, elle fonctionne ici comme ailleurs. Ça marche pour les religions, ça marche pour les soucoupes volantes, ça marche pour le freudisme, ça marche pour mille et une choses, la droite, la gauche, Dieu, pas Dieu, etc. Et l'hallucination collective, elle peut aussi fonctionner sur des figures comme celle-ci qui nous expliquent ce qu'est la philosophie et qui nous disent que la philosophie, elle n'aime pas le dialogue. Cette émission dont je vous ai parlé, l'abécédaire de Gilles Deleuze, excellente émission, à mon avis, c'est ce qu'il y a de meilleur dans l'œuvre de Gilles Deleuze, ceci dit sans ironie. Elle montre que la télévision n'est pas un mal absolu pour Gilles Deleuze. Si on le filme pendant 8 heures non-stop, dans un cadrage extrêmement serré, en lui donnant les questions en amont pour qu'il puisse y répondre, en donnant l'impression qu'il improvise, alors il n'est pas contre Gilles Deleuze, la télévision.
Donc ça n'est pas contre la télévision qu'il est, c'est contre le débat à la télévision. C'est contre le fait qu'il faudrait débattre, même si le débat, c'est parfois un pugilat, c'est souvent un pugilat, mais c'est ainsi, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors il faut éviter de faire de nécessité vertu en nous disant qu'on méprise la télévision par grandeur d'âme, par vertu philosophique ou philosophante, quand c'est par incapacité à vouloir dialoguer ou à débattre, parce qu'on estime que notre statut ne nous permet qu'une seule chose, le long monologue de 8 heures. Ce fameux monologue de 8 heures, enregistré par Claire Parnet en 1988, il était prévu qu'il soit diffusé après sa mort. Il a été diffusé sur Arte en morceaux débités en tranches le dimanche soir en 1995 et ça a été diffusé de son vivant. Et c'est tant mieux. Je vous invite d'ailleurs à rentrer dans l'œuvre de Deleuze par l'abécédaire plutôt que par Mille Plateaux ou l'anti-Édipe. C'est dans cette configuration-là qu'il faut voir effectivement que les nouveaux philosophes apparaissent, eux, et le veulent, le débat. Il y a cette fameuse émission d'Apostrophe, 27 mai 1977, j'étais devant ma télévision. Les nouveaux philosophes sont-ils de droite ou de gauche? C'était le titre que Pivot avait choisi pour cette émission. Il avait invité Maurice Clavel, qui avait publié à cette époque-là « Nous l'avons tous tué », ce juif de Socrate, entre guillemets, ce juif de Socrate, c'est une expression de Nietzsche. Bernard-Henri Lévy, qui venait de faire paraître La barbarie à visage humain, cette année-là, 1977. Même année, André Glucksmann, qui lui venait de faire paraître Les Maîtres Penseurs, et qui, 2 années plus tôt, 1975, avait fait paraître La cuisinière et Le mangeur d'hommes. Glucksmann dit d'abord qu'il n'est pas nouveau philosophe, et tout le monde y consent. Tout le monde dit d'accord, pas de problème, et donc l'affaire est entendue. Sauf qu'il se trouve du côté des nouveaux philosophes, puisque Bernard Pivot a agencé la scène de façon à ce qu'à sa gauche, immédiatement, il y ait Clavel, mais du côté gauche, il y ait Bernard-Henri Lévy et Glucksmann, et que du côté droit, il y ait Aubral et Delcourt, qui avaient écrit un petit texte, un joli petit livre, enfin un petit livre assez dense, mais qui s'appelle toujours « Contre la nouvelle philosophie ». Il y a là 3 livres grassés. C'est aussi un phénomène d'édition, cette histoire. Bernard-Henri Lévy est normalien, agrégé, et à cet âge-là, 28 ans, il dirige déjà 3 collections. Quand on dirige des collections, c'est normal, on va chercher autour de soi, autour de ses amis. Il va chercher du côté des normaliens, des agrégés de philosophie, de sa promotion, et il distribue des contrats à tel ou tel, et ça ne fait pas à proprement parler une école ou une sensibilité. Ce sont des copains qui publient des textes, la plupart du temps des ressucés de maîtrise ou de travaux universitaires, et qui ne manquent pas de talent d'ailleurs, mais ça ne suffit pas pour faire une école. Cette école, elle va se cristalliser autour du style de Bernard-Henri Lévy. Le personnage, long cheveux, avec la fameuse chemise blanche ouverte, et puis la cigarette à la main. À l'époque, on fume à la télévision, c'est une tabagie terrible, l'émission des nouveaux philosophes, tout le monde fume. Et il est là dans son style. Le style BHL est là. Je vais essayer de vous dire ce qu'il est en abordant la barbarie à visage humain. Donc en face, il y a Aubral et Delcourt, qu'on ne connaît pas vraiment, et qu'on ne connaîtra pas non plus par la suite. Ils ne feront que ce livre. Il y a eu 2 ou 3 petites choses avant, de la poésie, un texte sur Butor, par la suite, rien de bien particulier. C'est dommage parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire à partir des journaux, à partir des prises de position de tous ces gens-là, de tous les nouveaux philosophes, parce qu'à l'époque, quand paraît contre les nouvelles philosophies, Bernard-Henri Lévy n'a pas encore fait paraître La barbarie à visage humain. C'est drôle, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils répondent à ce livre-là, mais le livre était fait alors que La barbarie à visage humain n'était pas encore en librairie. Mais c'était déjà un phénomène journalistique, avant que de devenir un phénomène éditorial. C'est-à-dire que cette diversité dans la presse, il a fallu la cristalliser dans un ouvrage et lancer le produit qui est devenu ce que nous savons, puisque désormais, dans l'histoire des idées, il y a des nouveaux philosophes et une histoire de la nouvelle philosophie. Bernard-Henri Lévy prend la parole parce que Pivot la lui donne, en disant qu'il n'a pas l'intention que cette émission soit un pugilat, et qu'il souhaiterait que chacun puisse s'exprimer en disant, voilà, une partie s'exprime, l'autre se tait, puis l'autre répondra, et puis l'autre se taira aussi. Ça va durer un temps. Et ça deviendra effectivement un pugilat. À la télévision, on ne maîtrise pas tout. C'est-à-dire on peut avoir l'impression qu'en disant des choses, on aura produit des effets, mais c'est parfois en ne les disant pas qu'on aura produit un effet. Ou c'est parfois en les disant avec un ton particulier qu'on aura produit un effet. Pas ce qu'on aura dit, mais la façon qu'on aura eu de le dire. Une posture, une façon d'être. La caméra, elle ne ment pas. Elle montre un visage, elle montre un corps, elle montre une agressivité, elle montre un sourire, elle montre un visage, elle montre des postures, des tensions, des détentes, elle montre toutes ces choses-là.
Et il y a une espèce de communication non verbale. Il n'y a pas que ce que l'on dit à la télévision, ça c'est la radio. Et il y a aussi ce que l'on montre, et l'on montre souvent des choses à son corps défendant. Et dans cette émission, plein de choses sont montrées. L'espèce de raideur de Bernard-Henri Lévy qui manque d'humour, et l'espèce de drôlerie d'Aubral et Delcourt. Bernard-Henri Lévy expose ses thèses, et parce qu'il y a des thèses. C'est toujours trouvé ridicule qu'on méprise le travail de Bernard-Henri Lévy en disant que ça n'était pas un philosophe. C'est un philosophe, avec lequel on peut ne pas être d'accord, mais c'est un philosophe. Il y a des thèses, hélas, et ces thèses-là, il faut qu'on sache ce qu'elles sont parce qu'elles ont produit leurs effets. Il y a chez cet individu, chez ce jeune homme brillant, intelligent, ça c'est évident, rhéteur, sophiste, rhétor, enfin chez ce personnage-là, une capacité effectivement à séduire avec un discours qui est qui est dommageable. Parce que BHL nous dit le pouvoir, c'est le goulag, ce sont les Lumières, c'est la raison, la technique, le socialisme, le communisme, le marxisme, le programme commun, tout ça c'est la même chose. On peut s'entendre, tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux, tout est susceptible d'explication, mais l'idée que le pouvoir ce serait obligatoirement le goulag, ou l'idée que les Lumières ce serait obligatoirement le socialisme, le communisme, donc le goulag, ou l'idée que la technique et la raison ce serait obligatoirement le goulag, ou que le socialisme et le communisme, ce qui n'est pas exactement la même chose, ce serait de toute façon quand même le goulag, tout ça est évidemment éminemment dangereux. Ça manque de subtilité et ça met tout dans un même sac. Et on verra que quand on a beaucoup détruit, il ne reste pas grand-chose chez Bernard-Henri Lévy. Il nous dit l'histoire est finie, le progrès est dangereux, le pessimisme s'impose et il nous reste la morale. Pourquoi pas ? Et la morale, c'est quoi ? Eh bien, c'est de s'opposer au marxisme. La thèse est simple, le Parti socialiste est marxiste, l'extrême gauche est marxiste, le marxisme est marxiste, et il faut s'opposer au marxisme. Mais on est quand même de gauche. C'est problématique de détruire toutes les gauches et de dire qu'on est tout de même de gauche sans dire de quelle gauche il s'agit. Même si je vous dirai, il y a une ligne qu'il faut avoir lue, et je vous la dirai à la fin, et on verra de quelle gauche il s'agit en ce qui concerne Bernard-Henri Lévy. Il nous dit qu'il a été maoïste en 1968, il se revendique d'Althusser, plus tard de Derrida, mais tout ça ne mange pas de pain, mais il nous dit qu'il a été effectivement le disciple d'Althusser, qu'il a cru à la Révolution, mais qu'il en est revenu. Il fustige ce qu'il appelle les philosophes du désir, les désirants. Les philosophes du désir, ce sont les philosophes de Vincennes. C'est surtout Deleuze-Guattari, c'est aussi René Scherrer, dont j'ai eu l'occasion de vous parler. BHL ne recule pas devant l'insulte, et par exemple concernant Deleuze, il dit « Deleuze, c'est la pensée mortifère et spontanée des pervers en tout genre ». Les philosophes, nous dit-il, c'est assez drôle, n'ont pas à être les conseillers du prince. C'est Bernard-Henri Lévy qui dit ça, en 1977. Donc il assassine la gauche marxiste, la gauche socialiste, la gauche communiste, et il nous fait savoir que, en pleine émission, que ce sont Aubral et Delcourt qui sont à l'origine de l'expression nouveau philosophe. Ce qui est évidemment totalement faux. C'est une pure production éditoriale de Françoise Verny, directrice éditoriale à l'époque aux éditions Grasset, de 2 ou 3 collections, dont figure, collection de Bernard-Henri Lévy, et d'une promotion journalistique orchestrée par eux et quelques-uns dans la presse qui ont suivi. Donc c'est une pure production organisée par Grasset et Bernard-Henri Lévy. Et Bernard-Henri Lévy dit à Aubral et Delcourt que ce sont eux qui ont inventé l'expression « nouveau philosophe ». Évidemment, Aubral et Delcourt sortent de sous leur siège le numéro des Nouvelles littéraires et ils nous disent « mais regardez, c'est vous qui avez coordonné ce dossier, c'est vous qui êtes le directeur, donc c'est vous qui êtes à l'origine de cette expression « nouveau philosophe ». Et on verra qu'à chaque fois qu'Aubral et Delcourt donnent des informations, des faits, Bernard-Henri Lévy répond avec des mensonges. Et que ça suffit, la méthode est déjà là. C'est un partout. Aubral et Delcourt disent « mais pas du tout, vous dites ça dans les Nouvelles littéraires ». Ils citent le livre, ils prennent l'ouvrage, et ils disent « voilà, vous dites dans La barbarie à visage humain, page tant, page tant, page tant, etc. » Ils disent « l'histoire n'existe pas, page tant, la nature n'existe pas, page tant, l'individu n'existe pas, page tant, le prolétariat n'existe pas ». Et c'est vrai. C'est dit dans l'ouvrage de Bernard-Henri Lévy. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? L'effet est terrible. Aubral et Delcourt sortent un petit journal qui s'appelle La lettre de l'expansion, et ils disent que dans ce texte-là, des gens qui sont plutôt de droite, plutôt du côté de l'entreprise qui défend la droite, eh bien, on a trouvé que les nouveaux philosophes, ça existait, et que ça pouvait même être très utile pour lutter contre le programme commun. Ça ne suffit pas. Ils ont beau sortir les Nouvelles littéraires, ils ont beau citer le livre, ils ont beau citer La lettre de l'expansion.
Ça ne suffit pas, BHL ne se démonte pas et répond que ça n'a rien à voir, qu'ils sont même des flics. Ils se font traiter de flics, Aubral et Delcourt, jusqu'à ce que Aubral et Delcourt sortent Playboy. Un numéro de Playboy dans lequel Bernard-Henri Lévy dit « Je vis dans un espace clos extrêmement limité, un minuscule village à l'intérieur du village de Saint-Germain-des-Prés. » Mais ça ne suffit pas non plus. Alors, évidemment, pugilat sur le plateau de Bernard Pivot, et on aura assez vu de choses sur le fonctionnement BHL, sur le style BHL, sur son comportement. Plus c'est gros, plus ça passe. Et si vous êtes en face extrêmement informé, vous avez des choses à dire, ça ne suffira pas parce que le jeu n'est plus entre la vérité et l'erreur, mais entre le culot et ceux qui n'ont pas le culot. Et ce sera la même chose quand Bernard-Henri Lévy publiera d'autres ouvrages et que des grands noms, Vidal-Naquet, quelques autres, etc., feront la démonstration qu'il dit des bêtises considérables en listant toutes les bêtises qui sont des erreurs du genre Botul, pour ceux qui s'en souviendraient, mais d'imaginer que Eusèbe de Césarée, c'est son nom, par exemple, alors que Césarée, c'est le lieu d'où il vient, de confondre plusieurs individus et de se tromper de siècle, etc. Eh bien, au fur et à mesure de sa carrière philosophique, on aura beau montrer qu'il se trompe, qu'il est approximatif, qu'il dit des choses fausses, ça continuera tout de même. C'est-à-dire que ce qui s'est joué ce soir-là se joue depuis plus d'un quart de siècle. Ce qui est intéressant de savoir, c'est ce qui se trouve vraiment dans ce livre, que beaucoup ont commenté sans l'avoir lu. Moi, j'estime qu'il faut le lire et trouver ce qui se trouve dit, parce que ce livre aura produit des effets, il a produit des effets. D'abord, la dédicace. Le diable est dans les détails. La dédicace, c'est à Justine Juliette, ce roman d'aventure. Justine Juliette, c'est le prénom de la fille de Bernard-Henri Lévy. Pour ceux qui connaissent Sade, Justine est une héroïne de Sade, Juliette aussi. Justine, elle incarne les malheurs de la vertu et Juliette, les prospérités du vice. Il est très freudien, très lacanien, donc je pense qu'il aura pensé à ce que ça peut représenter comme charge de prénommer sa fille les malheurs de la vertu et les prospérités du vice. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout, ce roman d'aventure. C'est un livre de philosophie que Bernard-Henri Lévy présente comme un roman d'aventure. Plus tard, quand il écrira sur Daniel Pearl, presque même contre Daniel Pearl, parce qu'il se met à penser à la place de Daniel Pearl au moment où les musulmans intégristes l'égorgent, ce qui déplaira puissamment à l'épouse, à la veuve de Daniel Pearl, il inventera le concept de roman-enquête. Roman-enquête, mais en un seul mot valise, roman-enquête. Et c'est très intéressant de voir qu'un philosophe se revendique du côté du roman, fait du roman. C'est-à-dire que finalement, la fiction est peut-être plus intéressante que la réalité. On congédie l'histoire. À partir du moment où on considère que c'est le roman qui fait la loi, c'est l'imagination qui fait la loi, c'est la fiction qui fait la loi, c'est l'invention qui fait la loi. On peut dire ce qu'on veut. Ce que disait Alexandre Dumas, on peut violer l'histoire pourvu qu'on lui fasse de beaux enfants. Je voudrais voir comment ça fonctionne, la machine BHL, la machine à penser, et je voudrais vous proposer un certain nombre d'entrées dans l'œuvre pour montrer qu'il s'agit d'une rhétorique de l'école normale supérieure où on vous apprend à bien penser dans les formes, peu importe le fond, à bien penser dans les formes. Il s'agit de faire des exposés qui soient susceptibles de séduire, de plaire. On est dans la grande sophistique de la philosophie antique. Il s'agit non pas de dire ceci plutôt que cela, peu importe la chose dite, l'important c'est de la bien dire. Et à la télévision, le règne des sophistes est considérable. Peu importe que vous disiez la vérité, il faut bien dire la vérité. Et il y a un certain nombre de méthodes, de trucs, si vous voulez. La première, c'est le goût du paradoxe et l'habileté rhétorique. Si vous prenez un revers, les gens, vous allez les surprendre. C'est-à-dire qu'il vous suffira, contre toute évidence historique, d'affirmer un certain nombre de choses du genre « le fascisme, ce n'est pas un État renforcé, mais un État amputé ». On sait très bien que le fascisme, il suffit de lire les textes. Benito Mussolini a écrit des choses sur l'État, sur le fascisme, et on voit bien que c'est le triomphe absolu de l'État sur l'individu, le triomphe absolu de la forme étatique sur la subjectivité ou la singularité. C'est la dilution de l'individuel et du subjectif sous l'universel et le général. C'est une grande lecture hegelienne, elle est faite par Mussolini et les fascistes. C'est le triomphe de l'État. Et bien là, on dit exactement l'inverse. Le fascisme, ce n'est pas un État renforcé, mais un État amputé. Page 157. Il nous dit également que le prolétaire n'existe pas. Page 100. Et il cite Marx pour montrer que le prolétaire n'existe pas. Non, si vous dites que le prolétaire n'existe pas alors que Marx a construit toute sa philosophie sur le prolétariat, la lutte des classes, le triomphe du prolétariat, etc., et que vous dites que c'est Marx qui le dit, là encore, paradoxe, effet de sidération.
Il explique par exemple, ou il dit du moins, que le totalitarisme est le régime des savants et non celui des policiers. Et on n'a pas besoin forcément d'avoir lu Hannah Arendt, mais on peut aussi avoir un minimum de connaissances historiques et savoir que les fascismes, quelle que soit leur formule, française, italienne, espagnole, allemande, etc., ça a été le triomphe des policiers. Il nous dit également que, citation, « le marxisme est à la lettre une pensée contre-révolutionnaire ». Évidemment, tout le monde pense que le marxisme est une pensée révolutionnaire. Non, il suffira de dire que c'est une pensée contre-révolutionnaire. Il nous dit également qu'avec ses textes marxistes et communistes, Althusser a déclenché, citation, « la plus formidable offensive anticommuniste que la gauche ait connue ». C'est aussi oublier qu'il y a eu un anticommunisme extrêmement efficace qui a envoyé les communistes dans les camps de concentration, et c'était celui du maréchal Pétain. Donc évidemment, première façon de fonctionner, le goût du paradoxe et l'habileté rhétorique. Deuxième façon, ce que j'ai appelé, faute de mots, le fameux name dropping, c'est-à-dire vous utilisez des noms propres et vous les balancez. Vous noyez les gens sous les noms propres. Ce qui veut dire qu'effectivement, si vous avez des noms philosophiques légitimants, eh bien votre propos est légitime. Vous pouvez dire n'importe quoi, pourvu que vous ayez les références légitimantes. Donc on utilise les références légitimantes. Et là, ça n'arrête pas. C'est-à-dire Platon et Parménide, Rousseau et Kant, Marx et Hegel, Nietzsche et Stirner, Proudhon et Sorel, Heidegger et Junger, Deleuze et Lyotard, Foucault et Lacan, La Boétie et Reich, Sorel et Montesquieu, Aristote et Engels, Hobbes et Freud, Condorcet et Voltaire, Schopenhauer et Bataille, Derrida et Scherrer, Althusser, Guattari, Lardreau, Jambet, etc. Ça, ce sont les philosophes seulement. C'est un livre de 200 pages. Vous faites la même chose avec les poètes et les artistes. Artaud, Rimbaud, Homère, Dante, Balzac, Proust, etc. Ça ne mange pas de pain. On n'est pas obligé d'avoir tout lu, il suffit juste de faire comme si on avait tout lu. Et vous avez des phrases du genre « Il fallait, en fait, la lente percée opérée par Vinci ou Péregrini, Buridan, Albert de Saxe, Nicolas Dorem et tant d'autres coperniciens avant la lettre, etc. etc. » Donc évidemment, vous dites « Il doit être très intelligent, il a sûrement lu tout ça. » Quelle grande culture, quelle culture immense. Et puis il y a cette idée des coperniciens avant la lettre. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça permettra sur le même principe à quelqu'un comme Alain Badiou de parler du pétinisme transcendantal. C'est-à-dire, avant Pétain, il y avait des pétinistes, comme ça, c'est pas compliqué. Avant Copernic, il y a des coperniciens. Donc on est effectivement dans un grand délire intellectuel qui se moque absolument de l'histoire. Troisième façon de faire, un style faussement clair, mais vraiment lyrique. Et en lieu et place de la démonstration, on a une espèce de danse hypnotique. Je vais vous lire la première page de La Barbarie. Je suis l'enfant naturel d'un couple diabolique, le fascisme et le stalinisme. Je suis le contemporain d'un étrange crépuscule où seuls croulent les nuages dans le fracas des armes et la plainte des suppliciés. Je ne sais d'autre révolution dont le siècle puisse s'illustrer que celle de la peste brune et du fascisme rouge. Hitler n'est pas mort à Berlin, il a gagné la guerre, vainqueur de ses vainqueurs, dans cette nuit de pierre où il précipita l'Europe. Staline n'est pas mort à Moscou, ni au XXe congrès, il est là, parmi nous, passager clandestin d'une histoire qu'il continue de hanter et de ployer à sa démence. Et donc, effectivement, on a ça sur 200 pages. Sur Rousseau, par exemple, il nous dit, après l'avoir cité, que je n'ose dire mon maître. On se dit, tiens, Rousseau est son maître. Et il parle de lui en disant, lui, l'onni, le diffamé, le supplicié, battu et masturbé à mort. J'adore le concept de masturber à mort. Masturbé à mort par un siècle, c'est le siècle qui le masturbe en plus, qui ne toléra pas d'entendre de sa bouche les miasmes de ses lumières. Quatrième signe distinctif, le ton de ce que Maurice Clavel appelait le journalisme transcendantal. C'est-à-dire que vous utilisez les références de la philosophie et puis les références du Monde, de l'édition du soir. Et donc c'est le langage de l'école normale supérieure et celui de l'actualité. C'est-à-dire que pour commenter Giscard d'Estaing, vous faites une référence à la phénoménologie de l'esprit. Pour expliquer un propos de Mitterrand, vous renvoyez à Platon. Ou vous utilisez Lacan pour saisir Georges Marchais. Et de fait, ça peut produire des effets pour certains, puisque effectivement, là encore, on est dans la citation légitimante. Ce qui permet, au mépris de toute vérité historique, de parler, ce sont des citations de Bernard-Henri Lévy, de l'extrême droite chiracienne ou du gauchisme d'État giscardien. Donc vous voyez effectivement que tout est possible. On a également, autre signe distinctif, l'accumulation de ce que j'appellerais les propos performatifs. J'ai eu l'occasion d'en parler, de ce performatif proposé par Austin. Quand dire, c'est faire. Vous dites quelque chose et du simple fait que vous l'ayez dit, ça devient vrai. Et on est dans le règne du performatif. Internet, le tweet, etc., tout ça, c'est du performatif. J'ai dit.
Il nous dit, par exemple, Bernard-Henri Lévy, la politique n'est rien d'autre, n'a jamais été rien d'autre qu'une figure de la religion. La politique n'est rien d'autre, n'a jamais été rien d'autre qu'une figure de la religion. Donc on peut imaginer que quelle que soit la question politique, sur quelque lieu de la planète, à quelque endroit que ce soit, ça n'a jamais été qu'une histoire de figure de la religion. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais faites l'inverse et dites non pas la politique n'est rien d'autre qu'une figure de la religion, mais la religion n'est jamais qu'une figure de la politique, c'est pareil, ça marche tout aussi bien, ça produit autant d'effets. Même chose par exemple avec l'État totalitaire, c'est l'acte de décès du politique. On pourrait se dire, tiens, j'ai plutôt l'impression que c'est le moment de l'acmé du politique, c'est le moment où le politique est à son plus fort. Non, pas du tout. Quelques pages en amont, Bernard-Henri Lévy avait écrit que le totalitarisme était la matrice politique des formes à venir. On se dit, mais alors si c'est la matrice politique des formes à venir et qu'en même temps c'est le signe même de la mort, il va falloir choisir. Est-ce que le totalitarisme c'est la fin du politique ou est-ce que c'est l'avenir du politique? Peu importe, on est passé à autre chose. Autre signe distinctif, l'usage de concepts à majuscules. Même s'il nous dit, page 226, qu'il faut être nominaliste, j'ai eu l'occasion de vous dire ce que définissait le mot nominaliste et qu'on oppose à réaliste au Moyen-Âge. Le réaliste et le nominaliste s'opposent parce que le nominaliste nous dit que les mots n'ont pas d'autre vérité que leur utilité. Les réalistes nous disent que les idées et les mots sont réels et que c'est la vraie réalité. Chez Bernard-Henri Lévy, les mots finissent par devenir tout ce qu'il veut qu'ils signifient. Donc on utilise à ce moment-là les gros concepts du genre socialisme, goulag, communisme, histoire, révolution, politique, bonheur, mal, réel, souverain bien, et on utilise des majuscules à chaque fois. Quand il définit un concept, et on pourrait attendre d'un philosophe qu'il le fasse assez régulièrement, c'est sur le mode du journalisme transcendantal. C'est-à-dire, par exemple, il nous dit, c'est une citation, « Qu'est-ce que le goulag ?» Point d'interrogation. Les lumières moins la tolérance. Alors c'est un clin d'œil pour ceux qui savent que Lénine avait dit « Qu'est-ce que le communisme ?» Point d'interrogation, les soviets plus l'électricité. C'est un clin d'œil pour celui qui sait, pour le copain de l'école normale supérieure. Pour celui qui ne sait pas, c'est pas bien grave. Mais en même temps, c'est une belle formule. Mais est-ce que c'est juste pour autant? Le goulag, les lumières moins la tolérance. Il y a des idées, donc, dans ce texte-là, même si elles sont contradictoires, elles vont produire leurs effets. Alors évidemment, le style de BHL, c'est le paradoxe, la sophistique, la rhétorique, l'habileté, le lyrisme, l'hypnotisme, le performatif, la généralisation. Et tout ça produit les meilleurs effets à la télévision, bien sûr. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui croit encore un peu à la vérité, à l'histoire, aux faits, par définition, il est mort. Dans le texte, tout ça signifie l'évacuation du peuple, du prolétaire, de l'ouvrier, de la misère concrète, des victimes du capitalisme, de la classe laborieuse. Tout ça devient des gros mots ou de vilaines expressions. Il n'y a plus de prolétariat. Bernard-Henri Lévy attaque les trois gauches qui sont les gauches du moment. La gauche marxiste, elle est totalitaire par essence, nous dit-il. La gauche marxiste, à l'époque, c'est le Parti communiste, c'est Georges Marchais, donc c'est terminé. Le Parti socialiste, nous dit-il, c'est un parti marxiste, donc totalitaire, lui aussi. Le Parti socialiste de François Mitterrand, 1977, terminé aussi. Il faut dire que quand on parle du Parti socialiste, c'est le Parti socialiste d'avant l'exercice du pouvoir. Donc c'est un parti de gauche, avant 81, et qui défend effectivement des idées de gauche. L'extrême gauche, c'est la même chose. Il l'attaque en nous disant qu'il s'agit des désirants. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était les noms qu'il donnait à Deleuze, Guattari, etc. Et il nous dit qu'il s'agit des petits maîtres deleuziens qui font, citation, l'apologie du pourri sur fumier de décadence. Le seul combat qui nous reste, dit Bernard-Henri Lévy, il est éthique, il est moral. C'est combattre le marxisme qui est le seul péril en temps de guerre froide. Donc, évidemment, pouvez-vous dire de gauche quand même et préciser que vous êtes compatible avec une droite anti-marxiste. Il est bien évident qu'à l'époque, la configuration étant ce qu'elle est, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est président de la République, ce sont des appels du pied intellectuel à Giscard. On ne peut pas mieux faire que de dire que si effectivement le seul vrai combat, c'est l'antimarxisme et que les trois gauches disponibles, électoralement parlant, sont des gauches totalitaires, effectivement, ça devient difficile d'imaginer quelle gauche il faudrait opposer à ces trois gauches-là. Dans la lettre de l'expansion, à laquelle Aubral et Delcourt faisaient référence, on peut lire ceci. Giscard s'est montré très intéressé par la barbarie à visage humain de Bernard-Henri Lévy, ouvrage dans lequel cet ancien proche de François Mitterrand se montre plus sévère pour lutter contre les idées de gauche. Cet ouvrage servira à lutter dans les milieux intellectuels contre les partenaires du programme commun. Finalement, au bout du compte, le 7 juillet 1978, Maurice Clavel et Bernard-Henri Lévy sont invités à déjeuner par Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée. C'est le même qui nous disait qu'il fallait cesser d'être le conseiller du prince, bien sûr.
Reprenons les affirmations les unes après les autres, critique du Parti communiste, critique du Parti socialiste et critique de l'extrême gauche, critique de la gauche marxiste. Il avait fait, je vous disais, la critique de la raison, du progrès, des lumières, de la technique et de la science en nous disant que tout ça, ça conduisait au goulag. Dans son ouvrage, Bernard-Henri Lévy nie le rôle moteur du prolétariat. Ça n'est plus le prolétariat qui fait l'histoire. Ça n'est plus le peuple qui fait l'histoire, du moins l'avant-garde éclairée du prolétariat. Il n'y a plus de sens de l'histoire. Il considère qu'il n'y a pas un caractère nécessaire à la révolution. Marx disait que le capitalisme, comme il fonctionnait avec la paupérisation, augmentait la pauvreté des pauvres et le grand nombre des pauvres, et réduisait le nombre des riches et augmentait la richesse des riches. Et donc Marx lui disait qu'en fonction de cette loi évidente, à un moment donné, la révolution ne peut pas ne pas avoir lieu. Bernard-Henri Lévy dit si, la révolution peut ne pas avoir lieu. Il ne croit pas à la possibilité d'un monde réconcilié et il pense que croire à tout ça, c'est souscrire au goulag. Il faut donc désespérer Billancourt, ce n'est pas l'expression qu'il utilise, mais vous savez que Sartre faisait silence sur un certain nombre d'exactions du Parti communiste parce qu'il considérait qu'il ne fallait pas désespérer Billancourt. D'une certaine manière, BHL pense qu'il faut désespérer Billancourt. Il faut que Billancourt cesse d'espérer. Il faut arrêter de croire que le monde pourrait être meilleur. Le monde est ainsi et il ne pourrait guère être autrement, nous dit Bernard-Henri Lévy. Il n'y a pas d'espoir possible pour les opprimés. Il croit, Bernard-Henri Lévy, à ce qu'il appelle le mal radical, une expression qu'on trouve page 82. Le mal radical est une expression qu'on trouve chez Kant, dans un ouvrage qui s'appelle « De la religion dans les limites de la simple raison ». Et le mal radical, c'est pas compliqué, c'est l'expression philosophique de ce que les chrétiens appellent le péché originel. Il y a un péché originel, eh bien, le mal est dans l'homme. Kant nous dit l'homme est fait d'un bois courbe, et dans ce bois courbe, on ne saurait tailler quelque chose qui fût droit. Eh bien, c'est la même chose avec Bernard-Henri Lévy. Il pense que l'homme est porteur de ce mal radical. On explique l'histoire non plus en marxiste, mais en judéo-chrétien. Et je dis à dessein judéo-chrétien, en juif chrétien. Un juif christianisé ou un christianisme judaïsé. C'est-à-dire qu'il choisit le pessimisme de l'ontologie judéo-chrétienne contre l'optimisme de la philosophie de l'histoire marxiste. Et on verra dans ses livres suivants, notamment le Testament de Dieu, que le judaïsme prendra de plus en plus de part. Et effectivement, si on explique le mal dans le monde par quelque chose qui est dans l'homme et qui prend la forme d'un mal radical, qui n'est jamais que la formulation nouvelle du péché originel, alors à quoi bon vouloir changer les choses, vouloir changer le monde? Il faut composer avec les hommes tels qu'ils sont et il n'y a qu'une possibilité philosophique, c'est le pessimisme. Sur Solzhenitsyn, Bernard-Henri Lévy a changé d'avis, comme sur beaucoup de sujets, mais Solzhenitsyn a joué un rôle majeur, du moins la traduction française de l'archipel du Goulag en 1974, et même si, après Kravchenko, j'ai choisi la liberté, après le laisser sur l'esprit d'orthodoxie de Jean Grenier, quiconque voulait savoir, ou Gide, le retour d'Urs, quiconque voulait savoir ce qui se passait en Union soviétique pouvait le savoir depuis très très longtemps. Mais du moins en France, il a fallu l'archipel du Goulag en 1974. Alors, Solzhenitsyn devient une espèce d'idéal pour Bernard-Henri Lévy qui nous dit que c'est le Dante et le Shakespeare de notre époque. Il écrit « Lumineux archipel » qui prouve en lettres de sang que le marxisme est aussi une police. Et il oublie qu'effectivement, en avril 1974, dans le Quotidien de Paris, Bernard-Henri Lévy avait affirmé que l'auteur russe n'était pas un grand écrivain et que pour ne pas sombrer dans l'anticommunisme, Bernard-Henri Lévy défendait alors l'Union soviétique. Nous sommes en 1974 dans le Quotidien de Paris. Le 31 mai, dans le même journal, Bernard-Henri Lévy parle de Solzhenitsyn comme d'un pitre. Et il nous dit par la suite que c'est la lecture de La cuisinière et le mangeur d'hommes d'André Glucksmann qui le convertira aux vertus de Solzhenitsyn. Première affirmation, donc, le Parti communiste, c'est le goulag. Deuxième affirmation, le Parti socialiste, c'est aussi le marxisme, donc c'est aussi le goulag. Après mai 68, nous dit BHL, et il n'a pas tort sur ce sujet-là, le Parti socialiste s'est inspiré des idées de mai 68. Et de fait, le féminisme, la question nucléaire, la question de la bombe atomique, la question de l'avortement, la contraception, enfin toutes ces questions-là ont été savamment, justement, et fort bien d'ailleurs, récupérées par un François Mitterrand qui en avait fait un programme qui était un programme intéressant. Le Parti socialiste analyse les thèses du capital, le gros livre de Marx. Il parle de lutte des classes, d'infrastructures économiques, de dialectique. Il commente Althusser et Garaudy. Il préface, quelques-uns de ces grands noms préfacent Gramsci.
qui est le grand nom du marxisme italien, et BHL nous dit que le Parti socialiste parle la langue des communistes. Il nous dit que le marxisme imbibe la société, que le marxisme n'est pas que dans le marxisme, il est dans la totalité de la société et dans toutes les consciences. Il est, nous dit-il, imbibant et imprégnant, nonobstant son déclin intellectuel, les moindres strates, les moindres pores de la société civile et politique s'en trouvent donc contaminés. Il se peut donc que la France soit, citation, déjà marxisée à un point que n'imaginent même pas les docteurs et les maîtres penseurs. C'est-à-dire c'est un homme de gauche qui nous dit que la France est marxisée. Ce n'est pas Powell, ce n'est pas Le Figaro, ce ne sont pas des auteurs de droite qui nous disent que la France est marxisée. Et il prend un exemple, Bernard-Henri Lévy nous dit par exemple que le Parti socialiste dit que Valéry Giscard d'Estaing est le représentant du grand capital. Exemple d'un vocabulaire marxiste selon lui. Les analyses du Parti socialiste, nous dit-il, s'inspirent du marxisme et BHL pointe alors le rôle des médias, des universités, des appareils de parti dans la diffusion de cette idéologie qui devient indépassable. Affirmer la marxisation de la société dans la configuration de l'époque, c'est effectivement faire le jeu de la nouvelle droite qui vient d'apparaître avec Alain de Benoît et évidemment du président libéral en exercice, Valéry Giscard d'Estaing. Bernard-Henri Lévy avait été le conseiller de François Mitterrand et d'un seul coup, cet homme qui donnait l'impression d'être de gauche et qui disait toujours l'être, donne du grain à moudre à la droite. Troisième affirmation, après le PC marxiste, après le PS et marxiste, l'extrême gauche. L'extrême gauche, il nous dit, avec des expressions extrêmement violentes, qu'elle légitime la perversion et les pervers. Citation, de l'idéologie du désir à l'apologie du pourri sur fumier de décadence, de l'économie libidinale, c'est un titre de Jean-François Lyotard, à l'innocent accueil fait à la violence brute et décodée, de la schizoanalyse, c'est une théorie développée par Deleuze et Guattari dans l'Anti-Édipe, de la schizoanalyse même à la volonté de mort sur fond de drogue forte et de plaisirs transversaux, la conséquence n'est pas seulement bonne, elle est surtout nécessaire. Cette façon de mettre en perspective la pensée de Deleuze et de Guattari, celle de Lyotard aussi, avec la perversion en nous disant que c'est une idéologie qui ne fait que légitimer les camés, les racistes, etc., c'est une charge extrêmement violente. Il nous dit, Bernard-Henri Lévy, l'idéologie du désir est une figure de barbarie au sens très rigoureux, où je l'ai défini en commençant, partant d'une adoration sans réserve de l'ordre du monde comme il va, elle ne fait rien d'autre que le faire aller, le faire tourner plus vite et plus fort encore. Ce qui est une erreur de lecture, à l'évidence. On peut ne pas apprécier Deleuze et Guattari, on peut ne pas apprécier Lyotard, on peut ne pas apprécier René Scherrer, mais ils n'ont jamais dit qu'il fallait consentir à l'ordre du monde. Jamais. Puisque ce sont des révolutionnaires ou des gens qui invitent à un certain type de révolution, on ne peut pas consentir à l'ordre du monde et en même temps inviter à la révolution. Ça n'a pas de sens. C'est un contresens absolu que de prêter à Deleuze, Guattari, Lyotard et Scherrer ces idées-là. Deleuze est encore attaqué par Bernard-Henri Lévy qui écrit « On les connaît bien, ces chevaliers à l'allègre figure, apôtres de la dérive et chantres du multiple, anti-marxistes en diable et joyeusement iconoclastes. Ils arrivent, ils sont déjà là, ces danseurs de la dernière vague, fardés et pailletés de mille feux d'un désir déchaîné, tenant d'une libération ici et maintenant. Ils ont leur timonier, ces matelots de la moderne nef des fous, Saint-Gilles et Saint-Félix, pasteurs de la grande famille des auteurs de l'Anti-Édipe. » Donc Gilles Deleuze, Félix Guattari, l'Anti-Édipe, c'est l'ouvrage que Bernard-Henri Lévy attaque à ce moment-là en nous disant qu'ils effectuent une lecture reichienne du pouvoir, qui renvoie donc à Wilhelm Reich. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait cours sur le freudo-marxisme de Wilhelm Reich qui nous disait qu'il fallait aller voir du côté du désir pour expliquer la tyrannie. Reich pense que c'est une affaire de libido, le fascisme. C'est parce que nous vivons mal, nous n'avons pas de sexualité satisfaisante, nous dit Reich, que nous devenons méchants. Et que ceux qui sont méchants vont se donner pieds et poings liés à celui qui invitera à être méchant, avec les capitalistes, avec les bourgeois, avec les riches, avec les communistes, avec les marxistes, avec les juifs. Enfin, on change d'ennemi, mais en même temps, il faut trouver un ennemi parce que ça donne un sens à la violence qui est en nous et qui est produite par le capital et le capitalisme. Si vous faites cette lecture-là, il est bien évident que c'est une lecture désirante, c'est la lecture du désir. Il nous dit que l'explication n'est pas libidinale, mais qu'elle renvoie, une fois encore, au mal radical. S'il y a du nazisme, s'il y a du fascisme, c'est parce qu'il y a un mal radical. Donc explication théologique, contre-explication matérialiste, si tant est que la libido soit une matière.
Mais enfin, Bernard-Henri Lévy pense que c'est une lecture matérialiste. Il nous dit, BHL, que Hitler ne s'explique pas par la servitude volontaire. On les appelle désirants, écrit-il, justement, car partout où la gauche classique pense en termes d'appareil, de structure et d'instance, eux voient une subtile et perverse microphysique de flux, de désir, de jouissance. Ce sont les mots, effectivement, qu'utilisent Deleuze et Guattari pour leurs analyses. Donc, BHL fait une critique de la lecture de Deleuze et Guattari, qui considère qu'il n'y a pas de manipulation du dictateur à l'endroit des foules et des masses, mais un désir d'obéir, une jouissance à se soumettre de la part du peuple à l'endroit de son dictateur, qu'il n'y a donc pas un mensonge imposé par le dictateur, mais un effet des pulsions les plus secrètes du prolétariat qui se donne à celui qui propose, Bernard-Henri Lévy cite en passant les intensités serviles de Jean-François Lyotard, qui effectivement montre qu'il associe Lyotard à Deleuze, Foucault, Guattari dans ses philosophes désirants. Il nous dit, Bernard-Henri Lévy, que pour les Deleuze et Guattari, il n'y a pas de ruse du tyran, donc, mais juste un amour de l'opprimé pour son oppresseur, et qu'on ne saurait souscrire à ce genre d'analyse. La question n'est pas le désir, nous dit Bernard-Henri Lévy, mais la vérité. Il parle pour le coup de la vérité. Après nous avoir dit que l'histoire n'existait pas, eh bien, il va critiquer Deleuze et Guattari à partir de l'histoire. Ça ne le gêne pas non plus, c'est quelques pages plus tard, il a l'impression qu'on a oublié, mais il nous fait l'éloge de l'histoire la plus concrète en nous disant que si on veut comprendre, par exemple, Hitler au pouvoir, eh bien, on ne comprendra pas ce phénomène par la libido, par le capitalisme qui aurait produit des cuirasses chez des individus dont la sexualité n'aurait pas été épanouie. Bernard Lévy dit c'est pas ça l'explication. Et il renvoie au chômage, et il a raison en ce sens, au chômage, à l'inflation, à la misère qui fait le lit du nazisme, et il nous dit que les Deleuziens sont pas passés à côté de l'histoire. C'est assez singulier d'utiliser l'histoire pour critiquer ceux qui passeraient à côté de l'histoire, alors qu'on a dit que l'histoire était morte. Mais là encore, peu importe. BHL reprend Lacan au vol pour utiliser quelques-uns de ces concepts en nous disant qu'on n'expliquera vraiment le pouvoir qu'à partir de Lacan. C'est Lacan seul qui pourra nous expliquer comment fonctionne le pouvoir. Donc pas les marxistes, bien sûr, pas non plus les désirants, bien sûr, mais les lacaniens, ou du moins ce que dit Lacan. Et il utilise le concept lacanien de fantasme. Le fantasme, c'est comme le pouvoir, il est introuvable, mais il est partout puissant. Bernard-Henri Lévy nous dit du fantasme, citation, « Il est un irréel plus fort que le réel qui, au réel, impose sa loi. » Et donc, on utilise toutes les notions lacaniennes pour expliquer le pouvoir, c'est-à-dire le fantasme, la forclusion, l'imaginaire, le maître, le pouvoir, le symbolique, le signifiant, le réel, le manque, le désir, la parole, les nœuds borroméens, etc., etc., etc. Citation. C'est en ce sens, et en ce sens seulement, qu'on peut voir dans le freudisme un recours politique, un moyen d'échapper au semblant de la pensée de gauche. C'est-à-dire qu'il faut critiquer la gauche à partir de Freud, et à partir d'une lecture de Freud faite par Lacan. Donc Bernard-Henri Lévy s'inscrit dans un lignage qui est celui d'Althusser, il nous le dit, mais aussi de Lacan. Donc on est bien dans le logiciel des années 70, dans un logiciel structuraliste, là encore, qui nous donne l'impression que l'histoire n'existe pas, mais qu'il n'y aurait effectivement que des invisibles qui seraient le moteur de l'histoire. Le mal radical une fois, le fantasme par ailleurs, et le fantasme qui entretiendrait des relations avec le mal radical. Dès lors, pas besoin de faire une lecture historique de l'histoire. Il suffit de faire une lecture fantasmatique de l'histoire, de faire une lecture qui sera transcendantale, c'est-à-dire au-delà de toute raison, et purement performative. Il suffira de dire. BHL écrit... ouvrez les guillemets, tordre le cou à l'optimisme et à sa raison hilare, se cuirasser de pessimisme et s'étourdir de désespoir. Voilà notre rude vérité. Longtemps mûrie et réchauffée et chauffée au soleil. Je mis longtemps mûrie avec un petit signe parce que longtemps mûrie, à l'époque, il a 28 ans. Hein, donc longtemps mûrie, on se dit, ça peut être plus longtemps mûri. Mais enfin bon. Voilà notre rude vérité, longtemps mûrie et chauffée au soleil noir de nos piétés. Le monde est un désastre dont l'homme est le sommet, la politique est un simulacre et le souverain bien est inaccessible. Normalement, on doit se flinguer après ça. Il nous dit qu'il faut pratiquer, citation, une politique provisoire. C'est là qu'arrive la positivité. Hein. Une politique provisoire. Là encore, clin d'œil de Normalien, la morale par provision de Descartes, après qu'il eut douté de tout. Donc il faut pratiquer une morale provisoire d'un minimalisme politique dont nous sommes quelques-uns à penser, aujourd'hui, qu'ils ne peuvent être que précaires
incertain, conjoncturel, pour tout dire, affaire de sentiment. Ça veut dire que pour le coup, c'est le sentiment qui fait la loi. Sous-entendu, si toi tu me plais, c'est bon. Si tu ne me plais pas, eh bien c'est bon aussi, ton affaire est faite. Le sentiment fait la loi. On a conjuré, congédié la raison, le logos, la vérité, etc. Et c'est le sentiment qui fait la loi. Citation, « Il ne reste que l'éthique et le devoir moral ». Page 218. On se dit très bien, qu'en est-il de ce devoir moral? Citation, « Protester contre le marxisme ». Voilà sur quoi débouche la barbarie à visage humain, critique de toutes les gauches, prétendument au nom de la gauche, pour nous dire qu'il nous faut lutter contre le marxisme qui, vous l'avez vu, est partout. Au Parti socialiste, chez les marxistes, et c'est le moins, à l'extrême gauche, etc. Donc, qu'est-ce qui nous reste vraiment? Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Il faut choisir, nous dit Bernard-Henri Lévy, des alliances ponctuellement, de façon pragmatique, voire cynique. Et ceci nous est présenté comme une morale. Et voici la phrase qui est finalement le cœur même, le cœur nucléaire de cet ouvrage et de la pensée de Bernard-Henri Lévy. Oui, la gauche socialiste, et j'enlève mes lunettes, oui, la gauche socialiste, dans sa version libérale, peut figurer le lieu d'un moindre mal en un monde que transit le mal. Donc on est là, dans cette logique extrêmement simple. Toutes les gauches qui ne sont pas libérales sont marxistes et conduisent au goulag. Il n'y a de gauche que la gauche libérale. Bien vite, cette gauche libérale, elle aura les pleins pouvoirs en 1983, non pas en 81. 1981, il arrive au pouvoir une gauche de gauche. En 83, cette gauche de gauche renonce à être de gauche de gauche. Elle consent à être une gauche libérale. Et du Mitterrand de Mauroy de l'époque, ou du père de Martine Aubry, pas oublier non plus que la conversion se fait avec Jacques Delors à cette époque-là, de cette gauche libérale de 1983 jusqu'à la gauche libérale qui est aujourd'hui au pouvoir, on a vu comment, de 83 à aujourd'hui, cette gauche libérale a produit ses effets. Personne ne pourra dire que cette gauche libérale n'est pour rien dans l'existence du Front National à l'étiage qui est le sien aujourd'hui. Je vous remercie. Je voudrais dire deux ou trois choses concernant l'affaire Wauquiez. On peut parler d'affaire Wauquiez désormais, parce que je fais partie de ceux qui ont découvert l'information. Elle a été présentée d'une manière particulière. On nous a dit qu'il était allé dans une école, parler à quelques étudiants, qu'il avait demandé à ce que les choses qui se trouveraient dites dans cette enceinte ne soient pas rapportées, sinon ça allait barder. Et puis il s'est mis à débiner sur ses collègues, sur ses confrères ou sur les gens qui font de la politique comme lui. Il a faim, effectivement, je dis il a faim, mettons ça entre guillemets, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il en est véritablement. Il a faim de s'offusquer, il a faim de découvrir dans la presse, et il s'est offusqué en nous disant que c'était inadmissible, que c'était des propos privés, qu'il ne fallait pas fonctionner comme ça, et que ça n'était pas bien. Quelque temps plus tard, on nous a fait savoir que peut-être cette fuite n'était pas une fuite et qu'elle aurait été organisée par une espèce de cabinet de communication qui lui aurait permis de finalement marquer des points. Le temps passant, on se demande si c'est pas complètement faux, parce que un jour, 2 jours, 3 jours, je crois, durant, Laurent Wauquiez occupe les unes des journaux de 20 heures, des journaux papier, tous les éditorialistes commentent, qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait, comment l'a-t-il dit, pourquoi l'a-t-il dit, qu'est-ce que ça peut bien signifier, etc. C'est-à-dire Wauquiez, tout le monde en mange en plein repas, dans l'après-midi, avant, en apéritif, en dessert, en pousse-café. Et finalement, c'est pas une mauvaise affaire pour lui, parce que globalement, il y a quelque temps, personne ne le connaissait. Il a fait cette émission politique en disant « on va me connaître, on verra que je suis compétent ». Et puis là, il y a une espèce d'opération de communication. Ça semble lui échapper. On peut imaginer que peut-être il pilote tout ça en sous-main, parce qu'il s'agit de dire « je suis un homme neuf ». Je balance sur tous les anciens, je suis donc un moderne, je suis donc un nouveau, moi aussi, je suis comme Emmanuel Macron. Et j'ai des choses à dire sur Sarkozy, sur Fillon, sur les autres, enfin sur l'ancien monde. Moi, je suis le nouveau monde. C'est une façon de faire qui, globalement, relève de la politique politicienne. C'est la façon des anciens. Il faut se souvenir qu'Édouard Herriot disait, je vais plus être grossier, mais c'est une citation, et c'est la citation qu'il faut incriminer, la politique, c'est comme l'andouillette, ça doit sentir la merde, mais pas trop. De fait, ça sent la merde beaucoup, depuis très longtemps, et on le voit, là, très précisément. Les choses sont dites, on voit que tout le monde déteste tout le monde, que tout le monde balance tout le monde, et que, globalement, c'est plutôt dans son camp qu'on se déteste. Alors, la leçon,
n'ayant pas les moyens de savoir si c'est organisé, pas organisé, si c'est pas organisé mais organisé quand même, parce qu'on peut imaginer que ça fuite et puis que finalement on va profiter de cette fuite pour en tirer des bénéfices. On ne sait pas effectivement ce qu'on peut conclure sur ce sujet. Ce qu'on peut conclure en revanche, de manière certaine, c'est sur l'ubérisation de l'information. Parce que je ne sais pas si ces jeunes étudiants ont été instrumentalisés, peut-être, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir que n'importe qui peut être aujourd'hui journaliste. Il suffit d'avoir un téléphone portable avec lequel on peut enregistrer, photographier ou filmer. En un clic, tout ce qui était privé, intime, réduit à la conversation, à l'amitié, à la fraternité, au copinage ou à la réunion close, fermée, enfin, avec des gens qu'on aura choisis, tout ça se retrouve porté sur la place publique et d'un seul coup, on entend quelqu'un dire des choses qui étaient destinées à 10 personnes, à 3 personnes, à 2 personnes éventuellement. Et l'on voit effectivement que la presse reprend tout ça comme un seul homme, en estimant que la source d'information est fiable, quelle que soit la source d'information, sans qu'on sache ce qui préside au fait qu'on aura donné cette information à manger à tout le monde. Il se fait que jadis, les journalistes obéissaient un tant soit peu à une charte déontologique. Ils étaient payés, correctement payés, et dans les journaux, il y avait de quoi payer des enquêtes. C'est-à-dire que les journalistes étaient capables de partir 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, faire des enquêtes profondes sur des sujets qui leur permettaient, en rentrant, ces enquêtes, de dire des choses majeures. Et on avait vraiment le travail du journaliste. Aujourd'hui, le journaliste, c'est tout un chacun, dans la mesure où il peut balancer les informations. Les informations qui ont fait la loi depuis quelque temps sont des informations qui ont été balancées par des particuliers. Ça relève de la délation. On passe par le canard enchaîné qui amplifie les délations. Sous prétexte qu'on préserve ses sources, on permet à chacun de vider son fiel. Et on imagine bien que les raisons ne sont pas forcément très honorables. On ne vient pas au canard enchaîné pour dire la vérité. On vient pour tuer des gens, on vient pour massacrer du monde, on vient pour jeter au fossé, on vient pour détruire, on vient pour salir quelqu'un, et puis on prétend que l'on est là pour dire la vérité. Hein. Bien sûr qu'on aime tellement la morale que c'est la morale qui nous conduit à dénoncer pour balancer un copain qui pourra donc, une fois qu'il sera au fossé, ne plus gêner celui qui aura véritablement balancé. Et on voit que les journalistes d'aujourd'hui, je ne parle pas de leur formation et de leur culture, ça relève de l'éducation nationale depuis 25 ou 30 ans, mais ces journalistes, mettons ça entre guillemets, ne font plus d'enquête parce qu'ils n'ont plus d'argent et qu'ils ne peuvent plus aller sur le terrain. Donc, leurs informations, eh bien, c'est Twitter. Moi, je me souviens très bien qu'au moment où j'avais mon compte Twitter, il suffisait que j'envoie un tweet pour que je me fasse appeler par les rédactions pour savoir si sur ce sujet, puisque je venais de dire quelque chose, je ne voulais pas intervenir, je ne voulais pas dire que, je ne voulais pas prendre la parole, je ne voulais pas participer à une table ronde. C'est-à-dire que n'importe qui tweetant devient un journaliste et il y a ubérisation du journalisme, de la fonction de journaliste. Le journaliste se met à son bureau, regarde, il n'a même pas besoin de bureau d'une certaine manière, il peut faire ça du fond de son lit, il regarde les comptes Twitter auxquels il est abonné, et puis il rebalance l'information, il la redistribue, et puis les journaux reprennent tout ça, les journaux papier, puis les journaux télévisés, et puis les journaux radiodiffusés, et puis ça devient une information, et cette information, on va la commenter pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tout bénéfice, finalement, pour Laurent Wauquiez, dont on découvre qu'il dit du mal de ses congénères, ce que tout le monde fait, qu'il dit qu'effectivement machin bidule ou un tel ne sont pas des gens forcément très clairs, on le sait, quand on a été Premier ministre, quand on a été Président de la République, quand on a été ministre, on n'est pas forcément un modèle de vertu, donc on n'apprend pas grand-chose dans la bouche de Wauquiez, si ce n'est qu'il dit des choses que tout le monde pense et dit des choses que tout le monde dit aussi en temps normal. Sauf que, soit il est naïf et sot, j'ai du mal à le croire, soit effectivement il est éminemment pervers en faisant de telle sorte qu'avec ce buzz organisé par lui-même, eh bien, il obtiendra une visibilité qui lui faisait défaut au préalable. Retenons cette idée que l'ubérisation du journalisme, comme l'ubérisation de toutes les autres professions désormais, est une catastrophe évidemment pour la vérité, et que les rubriques des journaux qui nous disent qu'ils vont séparer le bon grain de l'ivraie, le vrai du faux, l'info de l'intox, contribuent aussi à intoxiquer massivement, parce que quiconque aura décidé de nuire aujourd'hui peut devenir
un journaliste, et les journalistes qui sont présentés comme tels sont aussi des gens qui, effectivement, n'ont de cesse de vouloir nuire. On l'a vu avec l'affaire Hulot, un hebdo que personne ne connaissait la veille s'est mis à être connu du jour au lendemain, tout simplement parce que la délation leur aura permis de refaire monter à la surface les affaires qui avaient été enfouies de part et d'autre par les personnes concernées. C'est notre époque. Elle dit d'un côté que les fake news sont des catastrophes et ne cesse de répandre partout des fake news. Voilà, époque de nihilisme, rien de très étonnant, rien de neuf sous le soleil. Alors ça, c'est toute la logique de l'Europe qui fait effectivement qu'il n'y a plus de frontières, mais il y a des frontières quand même. Donc on a la possibilité de circuler librement et on veut abolir les frontières. Et puis là, d'un seul coup, on se dit, tiens, c'est drôle, il y a quand même une frontière. Et cette frontière, on la fait respecter à ceux qui n'ont pas de papier, sous prétexte que, eh bien, n'ayant pas de papier, ils n'ont pas la possibilité de traverser une frontière dont on prétend pourtant qu'elle n'existe pas. De fait, il y a un paradoxe, et vous avez raison de poser la question. La frontière passe pour la pire des choses. La frontière, c'est la nation c'est le nationalisme c'est la guerre, donc on a tout de suite la surenchère, c'est Vichy, c'est Pétain, les choses habituelles. Et puis, on se dit, tiens, étonnamment, ici, il y a une frontière, et ces gens qui nous disent qu'il ne faut pas de frontière, ils respectent tout de même la frontière. Alors on pourrait imaginer, de fait, qu'on laisse circuler librement des gens qui sont entrés dans l'espace européen, quel que soit le moyen. Après tout, ils arrivent sur des côtes, ils débarquent sur des côtes, eh bien, ils sont là, ils ont envie d'aller en Angleterre, eh bien, on les laisse aller en Angleterre. S'ils ont envie d'aller en Allemagne, on les laisse passer en Allemagne, et puis s'ils ont envie d'aller en Espagne, on les laisse passer en Espagne. Donc, de fait, c'est humainement, politiquement, je dirais, on peut régler le problème de cette manière-là. Je pense simplement qu'il faudrait que j'ai des compétences qui me manquent, qui sont des compétences en droit international, parce que je pense que la juridiction ne le permet pas, et qu'il y a effectivement tout un dispositif juridique qui interdit qu'on puisse lever la frontière en disant, ben, de fait, vous voulez aller en Angleterre, allez en Angleterre. Donc il faudrait demander à des techniciens du droit quelles sont les raisons qui font effectivement que dans un monde où on refuse les frontières, eh bien finalement on respecte les frontières ici, alors que finalement on devrait de temps en temps respecter les frontières ailleurs et ne pas les respecter ici en disant mais laissez partir en Angleterre ceux qui souhaitent partir en Angleterre. J'ajoute que ce que nous faisons avec les migrants est d'une grande obscénité, c'est un grand cynisme. D'abord nous produisons les conditions de possibilité des migrations. Bien sûr, il y a des migrations depuis toujours, ça c'est la ligne politiquement correcte, donc comme il y a de l'immigration depuis toujours, il faut bien que cette immigration soit normale. Il n'y a pas toujours eu des migrations de ce type-là, et on sait très bien que notre politique étrangère détruit des pays, détruit des nations, détruit des blocs de civilisation, et que en détruisant ces blocs de civilisation, eh bien effectivement on crée un appel d'air. Et quand on a détruit la Libye, quand on a détruit l'Irak, quand on a détruit l'Afghanistan, quand on a détruit la Syrie, eh bien de fait, on fait de telle sorte que les Syriens, les Libyens, etc., enfin tous ces ressortissants qui ne savent plus quoi faire dans leur pays, qui risquent la mort dans leur pays, eh bien ils viennent dans un endroit où finalement on leur a dit il y a du travail, il y a de l'aide sociale, il y a la modernité, il y a des Nike, il y a des téléphones portables et toutes choses qui font que vous êtes les bienvenus ici, il y aura une politique pour vous accueillir. Or, il n'y a pas une politique pour accueillir les migrants. On fait semblant de les accueillir, on ne les accueille pas, c'est pas ça accueillir les gens. Quand on invite des gens et qu'on les accueille chez soi, on leur dit pas je me suis fait à manger moi, mais vous n'aurez pas à manger, ne vous asseyez pas sur mes fauteuils, mais asseyez-vous par terre, je vous ai invité, de quoi vous vous plaignez, vous êtes chez moi, vous avez vu comme j'ai le sens de l'hospitalité. Soit on invite les gens, soit on ne les invite pas, mais on ne les invite pas pour leur dire vous allez vivre comme vous vivez. Donc, pour l'instant, on les invite. Bon, alors très bien, moi je suis pour, mais je suis aussi pour le fait qu'on les invite correctement. Et que, pour le coup, on ait une autre politique, et que cette politique soit vraiment de partage, et qu'on fasse savoir à un certain nombre d'individus qui disent haut et clair qu'il faut accueillir les migrants, eh bien qu'ils joignent le geste à la parole, et que tous les gens qui, par exemple, sont des catholiques, eh bien, puisque l'Église le leur dit, mettent la main à la poche, fassent le nécessaire, que les prêtres, que les évêques, que les cardinaux, enfin que tous ces gens disent, eh bien, moi j'accueille des gens, j'accueille des migrants chez moi. On pourrait aussi estimer que, après tout, il me semble qu'on devrait pouvoir, aujourd'hui, poser la question de l'immigration de manière très concrète et pas théorique. Moi j'ai de l'admiration pour les gens qui sont des passeurs, parce qu'ils croient
ils croient effectivement à l'immigration, et puis ils mettent la main à la tâche en disant on y va, on donne un coup de main et on fait le travail. Donc il y a une cohérence, pour moi il y a une cohérence chez ces gens qui défendent l'immigration et qui font le nécessaire pour que l'immigration ait lieu. J'ai rien à dire à ça, c'est cohérent. Mais j'ai contre ces gens qui voudraient absolument que nous accueillions, mais que ce soit les voisins qui accueillent, et que ce soit avec l'argent des voisins qu'on accueille, et que ce soit les autres qui s'occupent de ce genre de choses. Alors, accueillons, bien sûr, mais que tous les gens qui souhaitent que nous accueillions en fassent la démonstration. Et à ce moment-là, effectivement, on aura une véritable solidarité, parce que la solidarité ne doit pas être que nationale. C'est toujours, on demande toujours à l'État de faire le travail. L'État, c'est nous, c'est l'argent de tout le monde, et on ne fait pas de référendum pour savoir à quel poste vont être attribués les impôts des gens. D'ailleurs, quand on fait des référendums aujourd'hui, qu'on les perd et on les jette à la poubelle. Donc, on voit ce qu'il en est du référendum dans nos pseudo-démocraties. Donc, je crois effectivement que, faute de faire sauter cette frontière, parce qu'effectivement l'Angleterre était dans l'Europe sans être dans l'Europe tout en étant dans l'Europe, et que nous respections cette possibilité, cette position de l'Angleterre, eh bien, plutôt que de laisser les gens dans ces conditions obscènes, on ne peut pas laisser les gens vivre comme ça en disant on pratique l'hospitalité, ça suffit bien. Je pense qu'il faut organiser l'hospitalité quand on accepte l'hospitalité. Je suis pour l'acception de l'hospitalité. Donc dans ces cas-là, que concrètement, on puisse fabriquer des villages, donner du travail à des gens qui pourraient faire de l'alphabétisation. Il y a plein de chômeurs qui seraient susceptibles de donner des cours de français. Il y a beaucoup d'argent en France quand on veut. Il n'y a pas de problème quand il s'agit de payer des bombes, quand il s'agit de payer